Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est parti pour une nouvelle édition en ce début de semaine, en ma compagnie si vous le voulez bien, et on commence par le sommaire. La Sûreté publique a présenté ses vœux à la presse, l'occasion comme chaque année de faire le point sur le bilan des interventions de l'année 2021. Vous le verrez, les policiers monégasques n'ont pas chômé dans un contexte particulier de crise sanitaire. Vous écouterez à ce propos le ministre de l'Intérieur Patrice Célario et le contrôleur général de la Sûreté publique Richard Marangoni. Le directeur artistique du Festival international du Cirque de Monte-Carlo s'exprimera sur l'annulation de la 45e édition pour la deuxième année consécutive, un festival qui aurait dû avoir lieu en ce moment même. De son côté, Sylvie Bianchieri nous présentera les grandes dates à retenir concernant les animations prévues au Grimaldi Forum, entre les Sérénissimes de l'humour, les concerts d'artistes de renom tels que Iggy Pop ou encore l'exposition estivale consacrée au créateur Christian Louboutin. Et enfin de la musique, avec un reportage qui reviendra sur le concert de l'OPMC qui a eu lieu ce dimanche à l'Auditorium Régnier 3, concert qui rentre dans le cadre des célébrations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. La Sûreté publique a travaillé cette année avec beaucoup de résilience en cette période de pandémie. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Patrice Célario, qui souhaite saluer l'action de ces femmes et de ces hommes policiers. Après 2 années particulièrement éprouvantes, et notamment l'année 2021 qui a connu au sein de la Sûreté publique des drames qui a fortement affecté les personnels puisque la direction de la Sûreté publique présente la particularité d'être une sorte de grande famille. Les jeunes rentrent, ils ont quelques 20-25 ans et ils terminent leur carrière à près de 60 au sein de l'établissement. Donc il y a une vie en commun qui crée des liens et dès qu'un drame touche l'un d'entre eux, c'est toute la famille qui est touchée. Donc une année difficile, une période évidemment très compliquée et malgré cela, une action de la part des agents, de la part de l'ensemble du personnel, du contrôleur général à tous ses collaborateurs qui a permis d'obtenir des résultats une fois de plus particulièrement satisfaisants, particulièrement importants et qui permettent de contribuer, de forger, de renforcer la sécurité en principauté. Le ministre de l'Intérieur qui était au micro de Vanessa Dessy à l'occasion de la présentation des vœux à la presse, le moment chaque année pour faire le point sur les interventions de 2021. Nous sommes avec le contrôleur général de la Sûreté publique, Richard Marangoni. Bonsoir. Bonsoir Fabien. 2022 est une année particulière pour vous. Cette année, nous fêtons les 120 ans de la Sûreté publique, c'est bien ça ? Absolument. Et ça sera un grand événement pour la Sûreté publique, puisqu'effectivement le prince Albert Ier, en 1902, a créé la Sûreté publique, non pas telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce qu'elle a naturellement beaucoup évolué, mais il a créé cette nouvelle entité. Donc c'est un événement très important pour notre corps. Qu'est-ce que représente cet anniversaire, oui, justement, pour vous, pour l'ensemble de la Sûreté publique ? C'est juste un chiffre ou c'est plus que ça ? Non, c'est une grande fierté parce que, bien sûr, depuis 120 ans, la Sûreté publique a beaucoup évolué. Et il y a une tradition, il y a une transmission qui est très importante à nos yeux. Et c'est pour ça que nous voulons marquer cet événement et nous organiserons un certain nombre de manifestations qui sont en cours de prévision, de réalisation et sur lesquelles nous communiquerons. Mais nous voulons à tout prix marquer cet anniversaire qui est un symbole fort pour notre institution. Vous venez de présenter là, le bilan des interventions de la Sûreté publique de 2021. Quelles sont les grandes lignes ? On ne va pas noyer les téléspectateurs avec tout un tas de chiffres, mais qu'est-ce que l'on peut dire de ces interventions ? Sur les grandes lignes des résultats statistiques de l'année écoulée, en matière de délinquance générale, on peut dire qu'il y a une certaine stabilisation puisque l'année 2020 avait été une année particulière avec une activité réduite. 2021 a été une année pleine et nous n'avons que 4 faits constatés, que 4 délits supplémentaires. Nous sommes passés de 712 à 716. En matière de délinquance de voie publique, qui est vraiment la délinquance, je dirais, la plus sensible pour les particuliers, parce que c'est celle qui touche, je dirais, notre quotidien, qu'il s'agisse de cambriolage, qu'il s'agisse de vol de véhicules, vol de 2 roues, de dégradation matérielle, de vol à l'arraché, vous voyez, qui touche vraiment la population. Alors là, nous sommes passés de 60 en 2020 à 48 en 2021. Alors là, pour le coup, on peut parler d'une baisse de 20%, ce qui est pour nous un résultat très très important et très parlant.
Et ce qu'il y a de nouveau depuis 2 ans, ce sont les infractions Covid. Quels sont les chiffres suite aux interventions qui ont un lien avec la crise sanitaire? Ceux qui ne respectent pas les règles concernant le port du masque, par exemple? Bien, écoutez, nous avons à peu près effectué 60 000 observations au cours de l'année 2021 et une dizaine de milliers de procès-verbaux. Qu'est-ce que l'on appelle les observations? Observations, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas respecté les consignes ou les règles en matière de prévention sanitaire, notamment lorsque le masque est mal porté, le masque est sous le nez, sous le menton, etc. etc. Mais je tiens à insister, ces chiffres montrent quand même une grande volonté de dialogue, de pédagogie de notre part, parce que les verbalisations sont quand même largement inférieures aux observations que nous avons pu faire. Et en termes d'établissements publics ou privés, est-ce qu'il y a eu oui, il y a eu des restaurants qui ont fermé quelque temps par rapport à la non-observation de ces règles sanitaires? Absolument. Nous avons procédé à 29 fermetures administratives d'établissements qui concernent 20 établissements. Est-ce que dans un contexte de crise sanitaire, la sûreté publique a pu effectuer son travail de la même façon qu'avant ou ça a posé des problèmes? Écoutez, ça a posé des problèmes, je ne vais pas vous le cacher. On a plus de difficultés parce que nous avons des personnels qui sont malades, qui sont atteints par la maladie. Et en même temps, en dehors de l'application des règles en matière de prévention sanitaire, bien sûr, nous avons notre activité normale. Donc, nous avons une double charge et avec un effectif qui est parfois moindre parce que malade ou plus fatigué. Donc, c'est vrai qu'en termes de management et en termes d'organisation des services, la charge et les contraintes sont beaucoup plus grandes. Quels seront enfin les projets, les dates ou les grandes lignes à retenir en 2022? Nous aurons un nouveau plan de réorganisation qui s'appelle le plan Sûreté publique 2025, où sur 3 ans, nous adapterons encore nos dispositifs. Nous aurons aussi une augmentation des effectifs parce que nous devons en permanence évoluer. Il y aura entre 20 et 30 effectifs supplémentaires. Et en termes de travaux, est-ce qu'il y a du nouveau? Il va y avoir de nouvelles choses en 2022? Oui, écoutez, nous avons le grand projet de la surélévation de nos bâtiments, qui est un projet très important. Et nonobstant la réorganisation, l'augmentation des effectifs, nous aurons vraiment des locaux très adaptés et très performants pour nos effectifs. Très bien. Mais écoutez, Richard Marangoni, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Fabien, bonne soirée. Bonne soirée. Nous retrouvons Alexandra Pani pour le premier point info de ce journal. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Fabien, et on débute avec ces modalités pratiques concernant les célébrations de la Sainte Dévote. Vous le savez, la sainte patronne de la Principauté est célébrée chaque année le 27 janvier, mais ces célébrations sont réparties sur 2 jours. On débute donc le mercredi avec la messe des traditions en langue monégasque en l'église Sainte-Dévote à 10h30. Puis en fin de journée, les traditionnelles festivités qui cette année encore ont dû être adaptées compte tenu de la crise. Vous pourrez bien entendu les suivre sur notre antenne à partir de 18h40 avec aux commentaires Sandrine Nègre et le père Christian Venard. Les célébrations débuteront avec une procession des reliques du port Hercule jusqu'à l'église Sainte-Dévote où se déroulera ensuite la messe du salut du très Saint-Sacrement avant que, comme l'an passé, la famille princière et les autorités présentes regagnent le quai Albert Ier à 19h30 pour l'embrasement de la barque. Exceptionnellement, le public ne pourra pas cette fois récupérer les clous de la barque. Le jour suivant, le jour de la Sainte Dévote donc, une messe pontificale sera célébrée en la cathédrale à 10h. À l'issue, une procession solennelle des reliques aura lieu sur le rocher. Et notez Fabien que pour la première fois, cette messe pontificale sera également à suivre en direct sur notre antenne à 10h. Autre direct sur notre antenne avec cet hommage au prince Albert Ier. Effectivement Fabien, en 2022, nous commémorons le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Et ce mardi, le Conseil national a souhaité rendre hommage à son fondateur. L'événement sera à suivre sur notre antenne à partir de 18h. Vous retrouverez Christine Natomel aux commentaires. Monaco participait à une conférence ministérielle dans le cadre de la Convention alpine. La Convention alpine, Fabien, est un traité international pour la protection et le développement durable des Alpes, entré en vigueur en 1995. Pour cette conférence qui s'est déroulée en visioconférence, le conseiller de gouvernement Céline Caron-Daggioni a pris la parole. Les États signataires de ce traité se sont réunis pour échanger sur les thèmes liés à la décarbonation du transport de marchandises et de passagers, ainsi qu'au trafic touristique dans la région alpine. On connaît désormais le bilan de la subvention accordée à la rénovation des fenêtres.
Et c'est bien entendu un franc succès, Fabien. Je rappelle que depuis le mois d'août 2020, le gouvernement a lancé une subvention pour la rénovation des fenêtres des logements et parties communes d'immeubles. Le but, améliorer l'économie d'énergie dans nos habitats, mais aussi l'insonorisation. 1 an et demi après, plus de 110 dossiers ont été traités et plus de 420 fenêtres à simple vitrage ont été remplacées, ce qui représente un montant total d'aide de plus de 190 000 €. Cette aide est toujours disponible, vous pouvez télécharger le formulaire sur le site Service public particulier du gouvernement. Merci Alexandra, on vous retrouve un peu plus tard. Reporté pour la 2e année consécutive, le Festival international du Cirque de Monte-Carlo est à l'honneur mardi soir sur Monaco Info. La 44e édition est rediffusée pour le plus grand bonheur de son directeur artistique Urs Pils, que l'on écoute. Je peux dire que c'était vraiment un cru absolument inouï, parce qu'on a eu de très très grands numéros dans toutes les disciplines. Nous-mêmes, nous nous réjouissons de revoir le 44e. Vous savez que Prince Régnier, qui est le créateur du festival, il souhaitait toujours que les 3 piliers sur lesquels se base le cirque traditionnel soient bien observés. Ça veut dire les animaux, les acrobates et la comédie. Et surtout dans cette 44e édition, on a bien pu réussir à avoir ces 3 domaines en une qualité vraiment mondiale. Pas de cirque pour cette année donc. En revanche, il y aura bien des manifestations au Grimaldi Forum, que ce soit des salons ou des concerts par exemple. Pour en parler avec nous ce soir, le directeur général de ce centre des congrès monégasques, Sylvie Bianchieri, bonsoir. Bonsoir. Habituellement, en janvier, vous présentez vos vœux à la presse, l'occasion de nous dévoiler les temps forts de votre programmation 2022. J'ai regardé cette programmation, il va s'en passer des choses en 2022. Il va se passer beaucoup de choses en 2022. Dites-nous tout. On est très très ambitieux dans la programmation. On a envie d'amener du plaisir, du bonheur aux gens. Et je crois qu'on en a tous besoin, donc on a fait en sorte que cette programmation soit vraiment riche et pour tout le monde. Avec musicalement, là déjà des grands noms, il y a Francis Cabrel, Christophe Maé, Iggy Pop en concert. La musique sera au rendez-vous. La musique sera au rendez-vous, il y a également les First Day Live Sessions qu'il ne faut pas oublier, avec des dates pratiquement un jeudi par mois. Et puis j'espère la possibilité de revenir rapidement dans un schéma où on va pouvoir bouger en même temps que consommer, écouter de la musique live, même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc oui, de la musique, de la danse aussi, avec des ballets classiques. En avril, une très belle création faite par Svetlana Zakharova, qui est une icône de la danse classique du Bolchoï, qui a créé sa propre compagnie, qui crée un spectacle autour de la vie de Gabrielle Chanel, avec les costumes réalisés par Chanel, et je pense que ça va être un très joli moment. Autre rendez-vous dont vous avez envie de parler, il va y avoir d'autres choses? Des arrivées, d'abord le Salon du Livre qui se déplace chez nous. On est ravis de les accueillir pour leur 10e édition, ce sera pour le mois d'avril. Art Monte-Carlo qui revient au mois de juillet, le Monaco Film Streaming Festival. Beaucoup de choses très différentes, un petit peu pour tous les publics. Un mot aussi sur les séminaires, les conférences, les expositions. Il y a un retour de ces conférences et de ces séminaires au Grimaldi. Nous avons repris notre calendrier événementiel de façon extrêmement intense à partir du mois de juin et jusqu'à la fin du mois de novembre, ce qui nous a permis pratiquement en 4 mois, je veux dire, parce qu'évidemment l'été, on n'a pas énormément d'événements professionnels, mais de réaliser quand même 50% de notre chiffre d'affaires en 4 mois. Donc c'est quand même extrêmement satisfaisant dans un contexte qui était difficile. Et cette année donc pour poursuivre un calendrier extrêmement tenu aussi et dense. Dès le mois de janvier, on a déjà accueilli un très gros congrès la semaine dernière. Cette semaine, la Biennale de cancérologie et puis tous les salons récurrents que vous connaissez avec également de nouvelles choses à partir du printemps. Et parmi les grands rendez-vous, l'exposition estivale aussi consacrée à Christian Louboutin. Que va-t-on découvrir pendant cette exposition? Écoutez, je pense que ça va être l'été Louboutin en principauté, puisque vous avez vu que le bal de la Rose se décale et donc aura lieu la veille du jour où nous ouvrons l'exposition Louboutin au public.
C'est une bulle de bonheur, de plaisir, cette exposition. C'est vraiment un univers extrêmement coloré, des sources d'inspiration multiples qui viennent du monde entier que Christian Louboutin nous propose pour nous expliquer effectivement comment il crée. Une paire de Louboutin, tout le monde sait ce que c'est. C'est comme les frigidaires, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment des créateurs incroyables qui ont su amener une respiration, une créativité, une inventivité folle depuis toutes ces années. Et c'est tout cela qu'on va retrouver dans une scénographie vraiment extrêmement attractive, interactive pour tous les publics. C'est pas que pour les dames, l'exposition Christian Louboutin, il y a vraiment un parcours pour tout le monde. Et de façon plus générale, comment le Grimaldi Forum surfe sur la vague sanitaire? Comment est-ce que vous arrivez à jongler avec cette crise quand on ne sait pas trop ce qui va se passer, quand on ne connaît pas trop l'avenir? Vous savez, ça fait déjà 2 ans maintenant qu'on surfe sur cette crise. Donc en fait, je crois que le maître mot, c'est la flexibilité. La flexibilité dans l'univers événementiel. Qui est notre métier, on connaît, on sait ce que ça veut dire. Donc en fait, on s'adapte. Il ne faut pas se poser de questions, il faut avancer. L'objectif, c'est de faire du business, c'est de faire des événements, c'est d'amener des spectacles, c'est de continuer de vivre et c'est vraiment de faire le maximum. Et puis vous venez de signer un renouvellement de partenariat avec la CMB Monaco. Quel est le principe de ce partenariat? C'est un partenariat déterminant pour nous. C'est la 18e année que la CMB nous accompagne. C'est un partenariat qui est substantiel. Évidemment, pour créer de belles choses, de beaux événements, une programmation aussi riche que celle que vous allez découvrir en 2022, il faut des moyens. Très bien. Écoutez, Sylvie Biancheri, merci. Merci à vous. Et puisque l'on a parlé de l'exposition estivale avec Sylvie Biancheri consacrée à Christian Louboutin, ça nous amène au Bal de la Rose avec un changement de date, Alexandra. Oui Fabien, Christian Louboutin est justement le directeur artistique de ce Bal de la Rose 2022. Le grand rendez-vous devait avoir lieu le 19 mars, mais par prudence face à l'épidémie, cette édition est reportée au 8 juillet dans la Salle des Étoiles. Le Bal de la Rose aura pour thème les années 20, le retour, sous la direction donc de Christian Louboutin. Rappelons que l'événement est donné au profit de la Fondation Princesse Grace. On ouvre une page sportive à présent et on commence par du foot. Et je commence par une mauvaise nouvelle Fabien, les joueurs de Philippe Clément se sont finalement inclinés sur la pelouse de Montpellier dimanche soir en 22e journée de Ligue 1. Malgré 2 buts inscrits par les Rouges et Blancs, les Montpelliérains tiendront le cap jusqu'au coup de sifflet final et s'imposent donc 3-2. Et en ce qui concerne le championnat de France de basket, ça a été un week-end plus réussi pour les Rouges et Blancs. Oui, la Roca Team a achevé son road trip à Orléans ce week-end avec une nouvelle victoire et plus précisément la 3e victoire consécutive. Au terme d'un match intense, les hommes de Bradovic se sont donc imposés 74-61. Prochain rendez-vous à domicile avec le Real Madrid pour le compte de la 23e journée d'Euroleague. Un gros match en perspective, le Real est en tête du championnat et Monaco à la 9e place. Tout au long de cette saison, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo évoque à travers ses programmes la mémoire du prince Albert Ier, dont on célèbre le centenaire de sa disparition avec ce dimanche « Je suis Albert », titre d'un spectacle musical, une création commande de l'OPMC dans le cadre de cet anniversaire. Reportage de José Sacré. Le prince savant. Oui, c'est ainsi qu'on l'appelait. Le prince navigateur, Albert Ier. Dimanche 23 janvier, à l'auditorium Régnier 3 a été donné en création mondiale « Je suis Albert », un conte musical, commande de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo à l'occasion de l'année de commémoration Albert Ier de Monaco. Une évocation théâtrale et musicale inspirée du journal d'un navigateur d'Albert Ier. L'idée de ce concert, c'est de retracer justement ce parcours de navigateur pendant 40 ans qu'il a amené dans des contrées très éloignées, très au nord, qu'il a adoré en fait. Et ces terres ont enchanté sa vie. Une partie de la commande était de m'inspirer des compositeurs norvégiens qu'a connu justement le prince Albert Ier pendant ses expéditions dans les pays scandinaves et qui les a fait venir à Monaco pour être interprétés. Des compositeurs comme Sinding ou Svensberg qui ne sont plus vraiment connus aujourd'hui, mais dont je me suis inspiré en fait pour composer la partie qui correspond au journal du prince. C'est un spectacle effectivement sur l'histoire, mais il y a aussi un spectacle sur ce qui nous réunit tous, c'est la transmission dans cette mémoire commune.
Cette évocation de l'œuvre du prince Albert Ier à travers son journal d'un navigateur a rappelé que ce prince n'était pas seulement un explorateur, un savant, mais aussi un amoureux des arts, un humaniste. J'ai cultivé la science parce qu'elle répand la lumière et que la lumière engendre la justice. Toutefois, la sauvegarde du progrès veut que la culture de la science conserve un certain équilibre avec la culture de l'art. La culture de la science la culture de l'art, la science. Magnifique. Mais quel scientifique dirait ça aujourd'hui ? Les prochains concerts de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo seront consacrés à Mozart et ça débutera ce mardi à 18h30 à l'auditorium Régnier 3. Alexandra, on vous retrouve une nouvelle fois et vous nous parlez prévision météo. Le ciel sera bien plus terne que les jours précédents, Fabien. Un soleil bien timide et des nuages très présents pour la journée de mardi. Les températures resteront stationnaires avec 11 degrés au plus chaud de la journée. Merci Alexandra. Les photos du jour avant de clore ce journal sont signées Michael Alési et sont consacrées à la 44e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, la dernière édition en date. Et puisqu'il n'y aura pas de cirque cette année, nous vous diffuserons cette 44e édition mardi soir à 20h30. Et un petit peu avant, à 19h, ce sera bien sûr votre journal sur Monaco Info que j'aurai le plaisir de vous présenter. Merci pour votre fidélité, à très bientôt, au revoir.